Bonjour, on ne peut pas encore dire bonsoir même s'il fait un peu sombre dans la salle. Bienvenue à notre conférence sur l'Europe et notamment sur le plan de relance, mais aussi à tous les changements qui sont intervenus depuis que l'Union européenne, dans un acte assez unique et historique, a décidé de s'endetter en commun pour lancer le plan Next Generation, donc la génération prochaine de l'Union européenne, avec 750 milliards d'euros. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous présenter nos intervenants. Je me tourne d'abord vers ma gauche. Sylvie Goulard, que beaucoup d'entre vous connaissent, longtemps députée européenne, ministre et aujourd'hui vice-gouverneur de la Banque de France, qui va nous donner je pense, va nous expliquer un petit peu aussi la spécificité du plan de relance en France, avec notamment aussi l'idée d'accélérer la transformation écologique, la lutte contre le réchauffement climatique et aussi la transformation numérique. Alors, à ma droite, je suis très heureuse de vous présenter le président Romano Prodi, qui a été 2 fois chef du gouvernement italien et qui a présidé la Commission européenne à un moment crucial de l'histoire européenne, parce que vous avez mené à bien l'élargissement à 10 pays de plus. Et je vous présente, elle n'est pas ici sur le plateau, mais sur scène, mais elle a envoyé une vidéo, la commissaire européenne Elisa Ferreira, qui a en commun avec Sylvie qu'elle a été vice-gouverneure de la Banque centrale du Portugal, et qui aujourd'hui s'occupe de la cohésion. Et je propose, pour entrer dans le débat, d'écouter la vidéo qu'elle nous a envoyée et qui explique un petit peu du point de vue de Bruxelles comment elle voit l'état de choses aujourd'hui, alors que la guerre est revenue sur le continent européen et qu'on a un tout petit peu oublié tout ce qu'on a fait après le choc de la pandémie pour relancer l'économie. Je me tourne vers la technique pour lancer la vidéo. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Chère Sylvie, cher Romano, c'est vraiment un plaisir de participer à cette conversation avec vous aujourd'hui. La crise du Covid a impacté notre continent de multiples façons. Tout d'abord, l'impact économique a été ressenti partout en Europe. L'impact territorial, ensuite, puisqu'elle a frappé plus fortement certaines régions, comme les régions les plus pauvres, les régions frontalières, les régions d'outre-mer. L'impact social, enfin, puisqu'elle a touché fortement certains secteurs, menant à un accroissement de la précarité. La réponse européenne a été à la fois rapide, solidaire et innovatrice. Lors de la crise financière 2007-2008, il a fallu 4 ans pour que l'Europe trouve une solution globale. Lors de la crise du Covid, il a fallu à peine 4 mois pour que la Commission présente un plan de relance par le biais duquel nous avons emprunté pour la première fois cette dimension ensemble sur les marchés financiers pour amorcer une reprise solidaire de la crise. C'était vraiment une première. Aussi, 4 semaines à peine après le début de la crise, nous avons flexibilisé la politique de cohésion pour atténuer les impacts sociaux et économiques de la pandémie. 23 milliards d'euros ont été très rapidement mobilisés pour l'achat de matériel médical d'urgence ainsi que pour soutenir les entreprises, soutenir l'emploi.
Ces mesures de réponse à la crise, et notamment le plan de relance, représentent avant tout un saut qualitatif dans le processus d'intégration et la démonstration que la construction européenne avance en réponse aux crises, telle qu'anticipée par Jean Monnet. Toutefois, comme l'explique Edgar Morin, nous vivons un temps de polycrise. L'agression russe contre l'Ukraine, la flambée des prix de l'énergie, la hausse de l'inflation illustrent bien cet état de crise permanente. C'est pour cela que l'Europe doit être au centre de la réponse aux crises, tant sur le plan des mesures d'urgence qu'au niveau des réponses structurelles. Aujourd'hui, la politique de cohésion est à nouveau en train de mobiliser ses moyens pour aider les réfugiés qui fuient la guerre en Ukraine et les pays qui les accueillent. Avec l'initiative CARE, qui chapeaute ces mesures, nous avons mobilisé 10 milliards d'euros pour aider celles et ceux qui accueillent les réfugiés en prévoyant des appuis spécifiques pour les acteurs sur le terrain, y compris les municipalités et les ONG. En même temps, nos propositions comprennent aussi une initiative destinée à aider les ménages à bas revenus et les entreprises les plus vulnérables à faire face à la hausse des prix de l'énergie. Cependant, la mission centrale de la politique de cohésion reste celle d'aider à la transformation des régions les plus vulnérables, dans le but d'assurer leur résilience à long terme, y compris en ce qui concerne la sortie de leur dépendance des carburants fossiles. Pour terminer, j'aimerais tirer 3 leçons pour l'avenir. D'abord, on a vu que les crises deviennent de plus en plus nombreuses. J'ai cité la crise du Covid et l'agression russe, mais n'oublions pas le changement climatique et ses conséquences, tant pour notre planète que pour nos vies au quotidien. C'est pourquoi nous devons être capables d'anticiper ces crises et nous préparer à réagir rapidement. Une deuxième leçon, nous risquons de voir à l'avenir émerger de nouvelles fractures au niveau social et au niveau territorial. Par exemple, un résultat de la transition vers une économie digitale et zéro carbone. Cette transition représente une opportunité importante, certes, mais aussi un défi pour certains secteurs et certaines régions qui devront être soutenus de façon ciblée. Ce qui m'amène à la troisième leçon. En tant qu'Européens, nous devons agir de façon solidaire. Nous devons nous doter des mécanismes qui nous permettront d'agir ensemble, parce qu'ensemble, nous sommes plus efficaces et plus forts. Le plan de relance européen, aussi bien que les différentes mesures de flexibilisation de la politique de cohésion, représentent des exemples concrets des réponses communes que nous avons mises en place. Réagissons et agissons ensemble à l'avenir. Je vous souhaite une excellente discussion et je vous remercie bien. Oui, donc je me tourne vers Romano Prodi. Elisa Ferreira vient de dire l'Europe se grandit à chaque fois qu'il y a une crise. Chaque crise rend l'Europe plus forte. On peut probablement le dire que, en tous les cas, quand on vient d'Allemagne, que ça n'allait pas de soi déjà au cours de la pandémie. Il y a eu beaucoup d'hésitations au départ en Allemagne et finalement, effectivement, on a trouvé une solution de solidarité pour tous les Européens. Mais aujourd'hui, avec le retour de la guerre, avec le retour, et Elisa Ferreira vient de le dire, le retour de la question des migrants qui fuient des régions souvent en guerre ou la pauvreté. On a l'impression que l'Europe ne se grandit pas dans la crise. Et je voulais voir ce que vous en pensez. Est-ce que
le fait qu'on entend de plus en plus des ressentiments s'exprimer. Est-ce que Vladimir Poutine, en quelque sorte, a atteint son objectif de diviser l'Union européenne? Merci pour la question. Je m'excuse parce que mon français c'est très pauvre, mais ça c'est la vie. Hein. Mais écoutez, je pense vraiment que nous sommes dans les moments plus difficiles de la vie européenne de la dernière année, parce que d'un côté, c'est vrai que le Next Generation EU, il a bien fait pour chercher de dépasser la crise que nous avons eue. Mais aussi, maintenant, nous sommes en une situation pénible parce qu'il y a vraiment l'unité européenne du point de vue militaire. Et ça, c'est très bon, mais il n'y a pas aucune vision partagée pour la crise économique que nous avons maintenant. Et nous avons, à mon avis, sous-estimé la crise économique. Après le Covid, nous avons pensé que toutes les choses pourraient être résolues, mais nous n'avons pas donné assez d'attention à l'inflation. Maintenant, tout le monde dit que l'inflation, c'est la conséquence de la guerre. D'un côté, c'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait totalement vrai, parce que l'inflation s'était commencée avant. Et du point de vue européen, nous n'avons pas réfléchi sur la stratégie d'affaires ensemble. Et le Next Generation EU, il a été très positif, comme Madame la commissaire a dit, mais il n'a pas changé la politique économique pour le futur. C'était vraiment quelque chose qui a affaibli les tensions dans le passé. Pour mon pays, l'Italie, c'était vraiment très, très important. Mais les problèmes européens, c'est les défis pour le futur. Et dans les Next Generation EU, il n'y a pas les instruments pour changer la politique industrielle européenne, qui c'est maintenant dominé dans les nouveaux secteurs par les Américains ou par les Chinois. Et j'aurais vraiment préféré d'avoir aussi une progrès forte sur la nouvelle politique industrielle que nous avons eue dans le passé avec l'Airbus. Si nous réfléchissons, c'était quelque chose d'incroyable. Il y avait un dominateur dans l'industrie de l'aviation civile dans le monde, c'était Boeing, et l'Europe, il a réuni toutes les forces et nous avons gagné la primatie dans le monde. Et maintenant, il serait aussi nécessaire d'avoir la même chose dans les semi-conducteurs ou dans les sociétés à réseau, dans les network society, parce que nous sommes esclaves vraiment de la Chine et des États-Unis. Et nous avons des possibilités incroyables, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Europe a perdu la puissance économique industrielle qu'il y avait il y a 20 ans en Europe. Il faut rappeler que l'Europe avait, dans la fin du siècle, 22-23% de l'économie mondiale. Maintenant, il a 17. Mais c'est le même pourcentage
de la Chine. Ce n'est pas c'est quelque chose de grand. Et nous ne sommes pas organisés en liaison pour le nouveau secteur. Et c'est très facile de mettre ensemble la société des semi-conducteurs italo-français, ST et l'allemand, et créer une nouvelle structure pour le futur. Et, mais il y a encore la politique industrielle partagée État par État, et alors il y a la concurrence entre pays européens pour avoir les investissements américains d'Intel. Et mais ça c'est bon parce que dans la nouvelle concurrence, que ce n'est pas seulement global, mais c'est aussi continental, avoir les Américains en Europe, c'est positif. Mais il serait encore plus positif avoir un concurrent européen qui gagne dans le monde entier. Si nous pensons que dans les secteurs technologiques plus importants, des composants électroniques, dans les 20 majeures entreprises du monde, l'Europe, il y a seulement un player, mais c'est presque 20e. Alors, écoutez, bien la solidarité pour le passé, mais il faut avoir une solidarité forte pour le futur. Et dans les secteurs de grands protagonistes des réseaux, écoute, ils sont tous américains et chinois, hein, Google, Apple, Alibaba, eBay, Amazon, il n'y a aucun européen. Et alors, ça c'est les futurs. Et je voudrais exprimer de dernière réflexion sur ces matières. Écoutez, il faut réfléchir parce que il y a une stratégie très différente dans le monde occidental à la Chine. Parce que dans les deux réalités économiques, les grands dominateurs, ils sont absolument sans aucune comparaison avec le passé. Mais vous avez dans la Chine que les gouvernements, avec des méthodologies qui ne sont pas compatibles avec nous, mais le gouvernement a contrôlé le grand champion de la Chine, Alibaba, et l'a obligé à vendre la part financière. Ici, nous avons la croissance de Amazon, de tout ça, sans aucun contrôle. Et alors, nous sommes perdus si nous n'avons pas la solidarité européenne. Nous sommes perdus par l'économie et par la politique aussi. Et ça, c'est vraiment le problème nôtre, le problème du futur. Oui, alors parlant futur, et je me tourne vers Sylvie Goulard quand il s'agit d'avoir une vue sur l'avenir. Alors on a dressé un tableau qui n'était pas que réjouissante sur les Européens sont retombés dans leurs vieilles habitudes, c'est-à-dire je vois surtout l'Allemagne qui dans l'urgence achète beaucoup de produits américains pour réarmer en quelque sorte l'armée. On a aussi des nouvelles dépendances énergétiques et l'Allemagne est tellement fort en Europe que ça crée forcément une direction qui est pas celle d'une plus grande européanisation. Et je prends aussi l'aspect de concurrence avec la Chine qui, alors j'ai pas très bien compris sur Alibaba, est-ce que c'est un bon exemple
de trouver qu'il faut casser un empire, ou est-ce que c'est plutôt un plaidoyer pour plus de régulation, notamment des grands Internet qui prennent une telle influence sur nos vies et démocratie? Beaucoup de questions pour Sylvie. Merci Michaela. Personne ne l'a présentée, c'est la correspondante du plus grand journal allemand en France, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, et Michaela est totalement, comment dirais-je, à part entière dans le panel, donc tu n'hésites pas à compléter, parce que je trouve qu'il peut y avoir aucune discussion sur l'Europe où on n'est qu'entre Français. Je remercie Romano Prodi. Je dois dire que je suis un peu fan, parce que j'ai eu la chance de travailler 4 années avec lui, et c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Et Elisa aussi, j'ai beaucoup travaillé avec elle au Parlement. Je crois qu'on est confronté à une situation que nous avons en partie créée, et une situation qui est en partie issue de l'évolution du monde. La situation que nous avons en partie créée, c'est que l'Union européenne est une construction inachevée. Elle ne sera jamais finie, il n'y a jamais de système politique qui soit terminé, mais disons que nous vivons depuis des décennies dans un système qui nous a apporté beaucoup, qui a su réagir aux crises, et je trouve que l'introduction par Elisa, qui est aux commandes, et cette commission a eu à affronter la pandémie, et ils ont mis en place des choses qui n'existaient pas. Il faut rendre hommage à ceux qui travaillent et qui font des choses dans la difficulté, avec des grandes diversités de vues, ça, il n'y a pas de doute. On est 27 pays, je rappelle, dans l'Union européenne, et 19, bientôt 20 dans la zone euro. À partir de janvier, il y aura la Croatie aussi. Donc c'est difficile de trouver ces accords. Donc on voit bien que d'un côté, si on regarde ce qui est fait par rapport à là où on était avant, on se dit, finalement, il y a des choses qui sont faites. Le problème, et Romano Prodi l'a très très bien décrit, c'est que pendant ce temps-là, le monde a changé aussi. Et vous avez plusieurs phénomènes. Vous avez des crises ou des chocs que les économistes appelleraient des chocs externes, comme par exemple l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui fait augmenter le prix de l'énergie, ou l'arrivée d'un virus qui oblige à arrêter l'économie. Bon, ça, ce sont des chocs ponctuels, parfois violents, dont on ne sait pas s'ils vont durer ou pas, mais qui ont déjà un effet quand ils arrivent. Puis je dirais qu'au-delà de la guerre visible qu'on a en Ukraine, et qui est bien triste sur le sol européen, il y a aussi la guerre invisible du changement climatique et des atteintes à la nature. Notre génération, en plus de tout ce qui a pu arriver par le passé, il ne faut pas oublier quand même que l'Europe est née au moment à la fois de désaccords franco-allemands profonds sur la Sarre et de la guerre de Corée en 1950. Il y avait déjà les deux phénomènes, crainte d'une guerre mondiale, bisbille franco-allemande, et Robert Schuman est sorti par le haut. Donc on a ce phénomène de transformation profonde qui est lié au climat, et celui sur lequel Romano Prodi a insisté, qui est celui de la technologie. Il y a des choses qui ont été faites en Europe, et il y a des choses qui n'ont pas suffisamment été faites. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on est rattrapé par la réalité. Donc l'une des questions, je crois qu'il est important de poser, et moi j'aime beaucoup les GECO parce que vous êtes tous des citoyens lyonnais, des jeunes, là, je vois qu'il y a une classe ou deux, je ne sais pas, et c'est sympa que vous soyez là, donc merci à vos profs et puis merci à vous d'être là. C'est des questions qu'on pose assez rarement dans le débat politique. C'est-à-dire, par exemple, nous nous sommes endettés en commun, c'est important, c'était difficile pour l'Allemagne d'envisager ce type de transfert. Le plan, c'est quoi? C'est à la fois des prêts aux pays qui ont eu des difficultés, mais aussi des dons. Pour l'Italie, c'est 200 milliards d'euros, pour la France, 100 milliards d'euros. Pour vous donner une idée, d'habitude, le budget total de l'Union européenne pour une année, c'est 100 milliards. Donc ce sont des chiffres importants dont on espère qu'ils vont créer un certain élan. Mais dans le fond, pourquoi on s'endette ensemble? Ce n'est pas une fin en soi de s'endetter ensemble. Ça peut présenter des avantages pour avoir des moyens. Ça permet d'avoir un marché de la dette européenne qui se fluidifie. Mais la vraie question qui est derrière et qui a été posée par Romano Prodi, que nous sommes assez nombreux à nous poser dans les institutions, c'est dans le fond, comment l'Europe veut-elle se positionner entre les États-Unis, qui est une démocratie non sans difficulté, mais avec des groupes, notamment des groupes de technologie extrêmement puissants, que les contrôles de concurrence américains n'ont pas toujours regardé comme ils ont jadis regardé les trusts à l'époque de Rockefeller, etc., quand aux États-Unis on contrôlait de très très près les concentrations d'entreprises, et de l'autre côté le monde chinois qui n'est pas démocratique mais qui représente une telle masse dans l'économie mondiale, et c'est un pays de grande culture, c'est un État politiquement important. Donc on a besoin de se positionner par rapport à lui. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu la curiosité de regarder, et je termine là-dessus,
En 2019, l'Union européenne s'est dotée d'une stratégie vis-à-vis de la Chine. Et au moment du voyage du chancelier Scholz la semaine dernière, où il y a eu pas mal de polémiques, je me suis dit, tiens, je vais aller relire, finalement, qu'est-ce qu'on avait anticipé comme stratégie sur la Chine. Alors, c'est un papier qui est très bien fait, parce que c'est très intelligent, ça ne cache aucune des dimensions, mais une fois qu'on a dit ça, je vais vous le rappeler, donc mars-avril 2019, on a dit qu'avec la Chine était un partenaire avec lequel nous coopérons, et c'est vrai que, par exemple, dans notre réseau de banques centrales pour lutter contre le climat, la Chine est un des pays fondateurs, c'est un pays actif. C'est un partenaire, deuxièmement, de négociation, c'est-à-dire qu'il y a des sujets sur lesquels on va négocier avec eux assez âprement dans des enceintes internationales sur les conditions du commerce, de l'accès à leur marché. C'est un concurrent économique. Ça commence à devenir un tout petit peu plus compliqué à gérer, les concurrents, surtout quand ils sont très très gros. Et puis c'est un rival systémique. Donc voilà les 4 formules que l'Union européenne a adoptées pour décrire la relation avec la Chine. Bon, tout ça c'est utile intellectuellement, mais ça ne dit pas exactement ce qu'on a envie de faire. Et je pense que comme tous, et j'arrête là, vous avez probablement vu aux informations ou lu dans les journaux qu'il y a eu une rencontre enfin en personne entre Xi Jinping et Joe Biden. On est content que la Chine et l'Amérique se parlent, mais on aimerait bien qu'ils ne se mettent pas d'accord sur notre dos, ni qu'ils se disputent complètement et ne se parlent plus, parce que ça serait aussi à notre détriment. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle, personnellement, je crois qu'on a besoin de poursuivre l'intégration, c'est ce qu'a dit Elisa, c'est ce qu'a dit Romano Prodi, et de prendre la mesure du changement du monde. Soit on regarde, par exemple, la relation franco-allemande ou la relation franco-italienne, et je ne fais pas de commentaires d'actualité, à l'aune de différents réels à régler, certainement sérieux, sur des sujets sérieux, mais enfin, voilà. Ou alors on remet toutes ces différences en perspective en les regardant, par exemple, depuis Shanghai. Hein, dites-vous un instant, vous êtes à Lyon. Non, mais on se met un peu à Shanghai et on regarde l'Europe et on se dit finalement, pourquoi les Chinois achèteraient de la dette européenne en euros si on leur donne des messages de dispute. Donc on a ce chapitre, là on a parlé économie, puis peut-être on pourra parler sécurité ou d'autres sujets après. Oui, merci beaucoup. Alors avant que je l'oublie, il y en a certains qui ont déjà découvert cette fonction. Vous pouvez nous poser des questions, ceux qui nous suivent sur les réseaux effectivement aussi. Et au fur et à mesure, je vais poser vos questions. Donc vous faites vraiment partie, et je me tourne aussi vers les classes, vous faites vraiment partie de ce débat. Alors Sylvie vient de souligner l'importance de l'unité et de cohésion dans la stratégie vis-à-vis de la Chine. Probablement qu'on peut s'arrêter encore un moment sur cette stratégie, parce que l'Italie, qui faisait partie à un moment donné de cette initiative des routes de la soie, a renoncé, comme d'autres pays de l'Union européenne, en découvrant en quelque sorte le danger de dépendance que cette stratégie comportait. Alors nous avons une économie en Europe, c'est l'économie allemande, qui a donc le premier marché aujourd'hui, après les États-Unis et la Chine. Et d'où donc la volonté du chancelier Scholz d'aller seul faire sa présentation à Pékin, voir le président Xi Jinping. Il a été, Sylvie vient de le mentionner, très critiqué pour cette démarche. Mais au-delà de cette attitude un peu singulière de l'Allemagne, se pose la question: quel degré d'intimité, en quelque sorte, on peut encore avoir avec un rival systémique? Est-ce que ça veut dire que vendre une participation dans un terminal de port, comme ça a été décidé à Hambourg, est-ce que c'est un risque qui met à risque toute l'Union européenne, ou est-ce que c'est quelque chose, parce que ça concerne aussi l'Italie, qu'on peut accepter si ça s'en sert dans une stratégie d'ensemble? Mais oui, si il y a la parité, parce que je ne pense pas que la
tension entre la Chine et l'Occident est favorable à nous. Il faut créer la situation dans laquelle nous avons la possibilité de travailler ensemble avec la parité des droites. Et alors, mais écoutez, si vous réfléchissez sur l'histoire, dans l'intervalle entre la présidence de Trump et la présidence de Biden, Madame Merkel, avec toute l'Europe, elle avait fait un protocole de travail avec la Chine, avec des propositions très intéressantes. Hein. Pas un traité, hein. C'était encore quelque chose pour le futur, pas bien défini, mais positif. Le président Biden, le jour qu'il est arrivé, il dit non, il faut mettre à part, il faut finir avec ça. Et à mon avis, c'est une erreur, parce qu'il faut défendre notre droite, mais aussi avoir des relations économiques positives avec la Chine. Et je comprends le chancelier allemand dans son voyage. Écoute, les majeurs producteurs d'automobiles chinois s'appellent Volkswagen. Ils ne s'appellent pas BID au drapeau rouge comme ça, hein, au FAV, mais s'appelle. Et il y a aussi des intérêts positifs de travailler ensemble, mais certainement il faut avoir la symétrie. Et il n'y a pas la symétrie maintenant. Ça, c'est la vérité. Il n'y a pas la symétrie maintenant parce que le respect de la loi, parce que le contrôle de travail, parce que les conditions des ouvriers, tout ça, ils sont tout à fait différents entre les deux. Mais, à mon avis, la stratégie, ce n'est pas d'être séparés, mais de travailler avec les mêmes règles. Écoutez, il y a aussi des choses difficiles à comprendre, hein, parce que les Américains, ils ont commencé à avoir avec la Chine des tensions commerciales. Si vous pensez à Huawei et toute l'autre technologie. Mais dans le même temps, dans le mois de décembre, dans le même temps dans lequel il y avait des tensions incroyables entre les deux, les ports de Los Angeles, ils étaient capables de recevoir toute l'importation qui venait de la Chine. Et maintenant, il y a la double vérité, c'est-à-dire la division et tension dans l'autre technologie, mais grand commerce dans les produits normaux. Mais pourquoi? Pourquoi plus qu'un tiers des exportations chinoises, ils sont créés par des multinationales, surtout américains, mais européens aussi, mais surtout américains. Et alors, si il n'est pas possible d'avoir la double vérité, mais il faut régler l'économie entre les deux grands, l'Europe et la Chine. Parce que pour l'Europe, il faut être unis. Clairement, l'Allemagne a plus d'intérêt que la France ou l'Italie en Chine. Mais sans la France et l'Italie, l'Allemagne est très faible avec la Chine. Et les résultats de notre politique ils sont clairs, comme j'ai dit dans ma première intervention, Chine, Europe, ils ont le même produit national brut. Mais la Chine, maintenant, c'est protagoniste dans les nouveaux secteurs et nous sommes en arrière parce que nous sommes divisés. Alors, il faut être unifiés et avoir une politique active sur l'intérieur européen avec la Chine. Ça, c'est mon avis. Bien sûr, je ne sais pas si les ports d'Hambourg ou quelles sont les conditions pour faire ça. Oui. Non, mais là-dessus, je voulais dire, il y a eu cette discussion sur le port de Hambourg, et c'est légitime,
parce que l'accès à des infrastructures stratégiques pour des investisseurs de pays lointains, c'est important. Mais je n'ai pas vu dans le débat une liste véritable de l'ensemble des ports européens où la Chine est déjà présente. Et sauf erreur de ma part, quand il y avait eu la crise grecque, ce sont des Chinois qui ont racheté le port du Pirée. Sauf erreur de ma part, ils sont présents à Naples, etc. Donc, ce qui est vraiment intéressant, au lieu de pointer du doigt un pays ou un autre, même si l'Allemagne est un pays tout à fait singulier, c'est peut-être d'avoir la vision d'ensemble. Donc ça, c'était une petite remarque. Après, je voulais faire deux remarques de fond. Romane a tout à fait raison de dire que nous devons avoir une politique active. Il se trouve que j'ai la chance d'accompagner le gouverneur dans les réunions du G20 et du G7. Alors le G20, c'est au niveau mondial, hein, c'est les 20 pays qui produisent le plus dans le monde. Donc évidemment, les Chinois sont là, essentiellement par vidéo d'ailleurs depuis le Covid. Les Américains sont là. Moi, il y a une chose qui me frappe, c'est que pour tous les pays, vous avez un ministre, un gouverneur. Donc pour les États-Unis, vous avez Janet Yellen qui est secrétaire d'État au Trésor et vous avez le patron de la Fed. Pour la Chine, vous en avez 2. Et pour l'Union européenne, vous en avez 11. Vous en avez 11. Alors chacun d'entre eux étant respectable, remarquable, je ne fais pas de commentaires. Je dis simplement, si vous vous êtes assis derrière la chaise du Brésil, pays immense, plein de ressources, de l'Inde, pays immense, plein de ressources et de population de la Chine, et vous voyez l'Europe, et je vous parle de l'Europe continentale, Union européenne. Vous pouvez en plus rajouter la Suisse, vous pouvez rajouter les Britanniques. Honnêtement, il est temps que nous ayons vis-à-vis des opinions publiques un discours adulte et de nous poser la question collectivement, est-ce que c'est la meilleure manière de défendre vraiment nos intérêts pour jouer sur une chose qui est la taille du marché intérieur. Encore une fois, nous ne partons pas du tout démunis pour mener une politique active. L'accès au marché européen est un point important pour beaucoup de pays, les Chinois, les Américains et d'autres. Mais cet instrument, nous ne pouvons le faire jouer que bien évidemment si nous présentons un front uni. Or, s'il y a une politique commerciale unique qui est menée par la Commission européenne au nom de l'Union européenne, nous n'avons pas de diplomatie unie, nous avons des voyages en ordre dispersé où en général chacun, moi je ne critique pas le chancelier allemand parce que ça aurait été le président français, il y serait aussi allé avec sa délégation d'entreprises éventuellement concurrentes d'entreprises européennes. Donc premièrement, se doter des moyens de cette politique active en utilisant nos atouts. Et la deuxième chose, c'est une remarque que vous avez dû souvent entendre dire « les Européens ont été naïfs ». Qu'est-ce qu'on a été naïfs? Bon, jusqu'à un certain point c'est vrai, mais très sincèrement, si nous avons cru à un ordre mondial basé sur des règles, sur de la coopération, sur des négociations parfois dures, mais le refus d'utiliser la force, sincèrement, moi, je n'ai pas honte. Je pense que c'est un monde qui est beaucoup plus vivable qu'un monde dans lequel la loi du plus fort domine, un pays envahit son voisin parce qu'il considère qu'il n'a pas à exister, etc., etc. Donc nous n'avons pas forcément à rougir des raisons pour lesquelles nous avons défendu depuis 1989 et la chute pacifique du mur de Berlin, un monde qui serait basé sur des règles. Simplement, à un moment donné, il faut bien voir que, d'abord, il faut être avec des gens qui ont envie de jouer avec les mêmes règles. Si les autres vous envahissent, vous attaquent, ont des pratiques commerciales déloyales, ça devient plus compliqué. Et là, sincèrement, il ne suffit pas, comme disent certains, de taper du poing sur la table pour faire changer d'avis un dictateur qui a envie de vous envahir ou un pays qui veut abuser d'une position dominante. C'est pas si simple. Il ne s'agit pas de dire « je veux la symétrie ». Il faut avoir des instruments et des éléments de conviction pour la faire advenir, mais ce n'est pas simple du tout. Et je voudrais rendre hommage à une autre commissaire que j'aime beaucoup, qui s'appelle Margrethe Vestager, qui est en charge de la concurrence, et qui a eu un jour cette phrase que je trouve très très juste. Elle a dit « Nous n'avons pas été naïfs, nous avons souvent été cupides ». Et donc nous sommes tous allés en ordre dispersé dans des pays conquérir des marchés, grisés par la taille de certains pays, et notamment le marché chinois, grisés par les bas coûts de production de ces pays-là, tout en défendant chez nous les droits acquis. Que chez nous, les travailleurs aient des droits, nous considérons ça normal, mais comme consommateurs, nous achetons des produits qui sont fabriqués parfois par des gens qui n'ont pas de droits. Donc, voilà, l'ampleur du travail qu'il y a à faire pour prendre conscience de l'évolution du monde, pour peut-être adopter des comportements, je dirais, de sobriété dans la consommation énergétique, dans le mode de vie, dans les vacances, dans les transports, dans la nourriture, qui iraient en accord avec nos principes,
qui encore une fois ne sont pas, à mon avis, des principes qui sont mauvais. Je crois qu'ils mériteraient surtout d'être mis en œuvre de manière plus cohérente. Alors, je vois dans les questions que la question militaire intéresse beaucoup de monde. Donc, je me permets là de lancer une première question parce qu'effectivement, nous avons l'impression que à peine on s'est relevé de la crise de la pandémie avec l'attaque russe sur l'Ukraine. La guerre concerne maintenant tout le continent européen et la question c'est en quoi il y a une unité militaire dans l'Union européenne. Est-ce que la politique de défense de chaque armée ne reste pas complètement dépendante de l'État national? Et s'il y a une coopération aujourd'hui, est-ce qu'elle ne reste pas très limitée, sans leadership? Et donc, la stratégie de l'Union européenne reste soumise au moindre veto d'un État membre. Alors, effectivement, on peut rappeler qu'il y a eu juste hier un rapport de l'Union européenne qui était publié, qui a regretté que, par exemple, tous les pays membres de l'Union européenne ont augmenté leur budget de défense, mais les dépenses ne vont pas, ou à une très faible part, à des projets européens de défense européenne, et la majorité des achats se font aux États-Unis et dans d'autres pays extra-européens. Alors, je ne sais pas, Romano Prodi, si vous voulez répondre à cette question. Quelle est l'unité militaire? Vous avez déjà abordé... À mon avis, c'est très clair que, heureusement, l'Europe s'était unie à protéger l'Ukraine. Nous avons aidé l'Ukraine et il faut le faire encore, mais ce n'est pas été l'initiative européenne, hein. C'était tout à fait américain et l'unité européenne c'était fait par l'OTAN, ce n'est pas l'unité européenne. Et alors, il faut être très, très honnête. Ça, c'est l'OTAN. L'OTAN, c'est tout à fait américain, mais pour une raison très simple. Les jours, écoutez, pour donner un exemple, les jours que les Américains ils ont abandonné l'Afghanistan sans rien dire à l'Europe, à les États européens, sans rien dire, rien à nous, je suis été très furieux. Mais après, j'ai réfléchi. Mais ça serait possible pour une alliance militaire de parler avec 30 différents pays et avant de prendre la décision, c'est pas possible. Et alors, nous avons l'intelligence politique de créer l'armée européenne, ou toujours, toutes les décisions militaires européennes, ils seront prises par les Américains. Je n'ai pas l'idée d'avoir l'Europe comme grande puissance militaire, mais au moins à défendre la région dans laquelle l'Europe vit, c'est absolument nécessaire. Mais je suis italien, hein, mais vous pouvez comprendre que l'île de Sardaigne, c'est plus voisine à la Libye qu'à l'Italie. Et en Libye, la Turquie, le pouvoir en Libye est partagé par la Turquie et par la Russie. Et la Russie, il a 80% des produits nationaux de l'Italie et la Turquie, 80% de l'Espagne. Mais alors, qu'est-ce qu'il passe? Mais si nous sommes toujours séparés, et nous sommes été toujours séparés dans tous les domaines militaires, dans la guerre dans l'Irak, c'était d'un côté la France et l'Allemagne, d'autre côté l'Italie, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Pour la Libye, l'Allemagne n'a pas participé à la mission en Libye. Dans toutes les décisions, l'Europe s'était séparée. Et alors, qu'est-ce qu'il passe? C'était inutile
d'augmenter les budgets militaires s'il n'y a pas les changements dans la politique européenne. Parce que nous avons 17 tanks, type de tanks en Europe, et dans les États-Unis il y a 2. Et toutes les choses sont comme ça. Et ça, c'est tout à fait inutile. Mais alors, je suis très honnête, je suis très naïf à dire ça. Mais si jusqu'à maintenant nous avons une guide allemande dans l'économie et la guide c'était franco-britannique et maintenant seulement français dans la défense, il faut, à mon avis, que la France prenne la décision d'unifier la défense européenne, parce que c'est la France qui a la force de faire ça, avec l'arme nucléaire, avec les droits de veto. Et ça, je comprends que c'est très difficile, presque impossible peut-être. Mais l'histoire c'est ça. À mon avis, la France a la grande possibilité d'exercer la primauté politique que l'Allemagne a joué sur le plan économique. Et ça, c'est très important pour l'Europe. C'est très important parce que l'Europe, il faut que l'Europe marche avec 2 pistons, 2 engines, l'Allemagne et la France. Et s'il y a seulement un, ce n'est pas pour l'Europe. Écoutez, j'ai beaucoup de confiance dans la démocratie allemande. Je serais très content que l'Italie ait le même niveau de démocratie que l'Allemagne. Mais les jours qu'ils ont décidé, sans rien dire à les autres, parce que c'est un budget national, d'avoir 5 milliards d'euros sur la table et d'augmenter les budgets militaires pour le futur, et à mon avis c'est absolument logique, mais dans les moments-là, c'est difficile de réfléchir, penser que dans le futur l'Allemagne, ils ne prennent pas la primauté dans l'industrie militaire et jouer le rôle que maintenant est joué par la France. Parce que, clairement, si l'argent, c'est un argent allemand, seulement allemand, il sera dédié à l'industrie allemande, parce que ça, c'est la nature des choses. Et ça, je répète, je pense qu'en Europe, il faut avoir des pouvoirs réglés et divisés par différents pays et pas seulement concentrés en un seul pays. Écoutez, la plus belle définition que j'ai eue de l'Europe, c'était le jour que je suis allé comme président de la Commission européenne en Roumanie. Dans le Parlement de la Roumanie, il y avait tous les partis qui sont exprimés sur l'idée d'entrer en Europe. Et tous les partis ont parti ça. Et à la fin de la discussion, s'est levé un membre du Parlement il s'est défini membre de la minorité non hongroise du Parlement roumanien. Et ça, il a fait un grand discours en faveur de l'Europe. J'ai posé la question, mais pourquoi? Mais pourquoi il m'a dit, la réponse était, mon grand-père s'était tué parce qu'il était membre d'une minorité. Mon père s'était envoyé en exil parce qu'il était membre d'une minorité. Je voudrais que mon pays entre en Europe parce que l'Europe, c'est une union des minorités. Et Europe is a union of minorities. Ça, c'est la définition, la plus belle définition de l'Europe.
Mais alors, s'il n'y a pas un rôle fort et bien sûr complémentaire et amicable, hein, mais de la France en politique, c'est difficile à dire que l'Europe, c'est une union des minorités. Ça, c'est un problème politique du fond. C'est difficile à faire ça, mais ça, c'est absolument nécessaire. L'alternative, c'est simple. Laisser aux Américains de décider les jours dans lesquels les pays européens ils entrent en la guerre. Et je répète, je suis très ami des Américains, très favorable à l'OTAN, mais il faut que l'OTAN ait une alliance. Est-ce que justement la France et l'Allemagne ne sont pas aujourd'hui déjà dépassés par les Pays-Bas et la Pologne, les pays qui aujourd'hui ont pris sur les affaires militaires réellement un leadership en disant on vous avait dit de ne pas faire confiance à Vladimir Poutine, on vous a dit il fallait se réarmer. Est-ce que c'est quelque chose qui fait que finalement ce moteur franco-allemand est rouillé aujourd'hui? Non, peut-être de manière plus large. Bon, d'abord, je vais enlever ma casquette de sous-gouverneur de la Banque de France qui n'a pas à avoir d'opinion sur la défense, parce que là, le sujet, on est un peu loin du plan de relance. Je dirais simplement une remarque au titre du lien entre la monnaie et la capacité d'action diplomatique et militaire. Il est clair que la puissance du dollar vient aussi de là. C'est une monnaie qui est en continuité avec d'autres fonctions régaliennes des États-Unis, alors qu'en Europe, nous avons fait l'euro, mais il n'y a pas le pouvoir politique. Deuxième petite remarque, je ne résiste jamais devant un public français quand même à rappeler que les demandes de faire l'Europe de la défense viennent souvent, comme Romano Prodi l'a fait éloquemment, de nos partenaires. Le pays qui a bloqué la construction de l'Europe de la défense, c'est la France en 1954. Le seul pays des 6 pays fondateurs de la communauté du charbon et de l'acier à avoir bloqué un projet qui était une union politique avec des outils de défense qui en plus aurait eu son siège à Paris, aurait parlé français, etc. Mais bon, c'est juste pour l'anecdote, parce qu'il y a en France souvent un peu une espèce de vision, pourquoi les autres ne nous suivent pas? D'abord, je pense qu'on ne fera jamais l'Europe de la défense avec un qui est devant et les autres qui suivent. Et de ce point de vue-là, Romano Prodi a tout à fait raison. Et j'attire l'attention des jeunes. Enfin, il n'y a que des jeunes dans cette salle, mais il y en a qui sont un peu plus jeunes que d'autres. Si vous voulez lire un excellent discours allemand qui va à l'appui de ce qu'a dit M. Prodi, c'est-à-dire que l'Europe doit se constituer par des partenariats, par une coopération, par le respect des plus faibles et des minorités, c'est Helmut Schmidt, qui était chancelier socialiste, qui est décédé maintenant, mais qui a fait le 4 décembre 2011 un discours que vous pouvez retrouver sur le site de la fondation Friedrich Ebert du parti SPD, qui était très intéressant en expliquant que en Europe, il ne pouvait pas y avoir un pays aussi puissant que l'Allemagne au centre, parce qu'à ce moment-là, les autres sont rejetés dans une espèce de périphérie. Et il ne le disait pas uniquement pour des raisons historiques, on connaît l'histoire du XXe siècle, mais ce n'était pas que ça. Je crois qu'effectivement, dans la construction d'une défense européenne, il faut un équilibre. Alors, l'aspect positif de ce qui s'est passé en Allemagne ces derniers mois, mais je parle sous ton contrôle, Michaela, c'est que, à la fois en février, le chancelier Scholz a fait un grand discours en insistant sur le changement d'époque que nous vivons, Zeitenwende en allemand, et en annonçant cet investissement de 100 milliards dans la défense. Et sincèrement, jusqu'à peu, un débat sur la défense en Europe, on aurait tous commencé par dire « Oh là là, mais enfin, de toute façon, les Allemands refusent de s'engager, ils refusent de payer. » Bon, bonne nouvelle, ils sont prêts à payer, ils sont prêts à s'engager. Le président de la République, Steinmeier, a fait il y a une dizaine de jours un discours assez inhabituel à la nation allemande où il a exhorté les Allemands à soutenir une renaissance de la Bundeswehr, le fait que la Bundeswehr ait des moyens, etc., et en disant que l'Allemagne resterait engagée dans ses liens multilatéraux. Mais tout ça ne fait pas une défense européenne. Et d'ailleurs, vous avez peut-être vu que le président de la République a fait récemment un discours qui montre à quel point, même un pays comme la France, qui a toujours eu un engagement militaire plus fort, reconnu, apprécié des États-Unis, j'ai pu le mesurer quand j'ai été aux responsabilités,
était plutôt tournée vers une armée qui serait projetée sur des théâtres d'opération, comme on disait, c'est-à-dire pouvoir intervenir au Mali pour bloquer des terroristes, pouvoir intervenir autour, enfin, en gros, la doctrine, à part pour la dissuasion nucléaire qui est un peu à part, mais il y avait quand même cette dimension de projection. Donc je crois que la réalité, c'est que nous devons tous rediscuter, enfin ceux qui sont en charge, sur la manière d'utiliser un peu tous les atouts et toutes les difficultés que nous avons. Un de nos atouts, c'est notre diversité, c'est-à-dire que tu l'as souligné, je crois que les pays baltes, les Polonais, les Roumains, qui sont en première ligne, ont une connaissance du monde russe que nous ferions bien d'écouter. Mais on a aussi la chance d'avoir la Finlande. Quand vous entendez des gens qui vous disent la solution, c'est la finlandisation de l'Ukraine. Ça voudrait dire en faire une sorte de pays tampon, comme elle était auprès de l'Union soviétique. Moi, je vous invite à discuter avec des Finlandais de cette question. Ils n'en ont pas gardé un souvenir mémorable. Et d'ailleurs, ils ont demandé à entrer dans l'OTAN maintenant. On a l'avantage d'avoir des pays qui ont eu des colonies, que ce soit le Portugal, d'où vient Elisa Ferreira, l'Espagne, la France, qui ont avec l'Afrique, avec l'Amérique du Sud, des rapports complexes, bien entendu qui ne sont plus à l'ordre du jour, mais aussi des liens, des capacités de compréhension, de discussion. Voilà. Tout est à construire. Pour ma part, je ne jetterai pas la pierre au gouvernement qui, en l'état actuel des choses, face à une menace immédiate, réelle, avérée, je ne sais pas trop ce qui s'est passé en Pologne hier, mais les enquêtes le prouveront, mais donc voilà, nous sommes moins en sécurité que nous avons pu l'être. Or, depuis des décennies, nous étions dans une espèce d'ambiguïté, et les Américains aussi étaient ambigus. L'un des derniers discours d'Obama à Hanovre, en Allemagne, était pour dire qu'il voulait le partage du fardeau, que les Européens doivent se prendre en main. Après, quand les Européens se prennent en main et disent on va faire une défense avec, comme l'a dit M. Prodi, une industrie puissante, alors là, ils disent non, il faut acheter des avions américains. Donc, tout ça, je crois qu'il faut qu'on le remette à plat et qu'on discute. En juin 2017, j'étais moi-même avec le président de la République à l'OTAN à Bruxelles, et l'alors président des États-Unis, qui était Donald Trump, mettait en cause la perpétuité de l'OTAN. Donc je crois qu'il faut effectivement réaliser que notre sécurité aujourd'hui, y compris en France, repose sur l'appartenance à l'Alliance Atlantique, sur des moyens, par exemple, de renseignement militaire que les Américains sont les seuls à avoir, sur des coopérations avec les Britanniques qui ont quitté l'Union européenne mais qui restent des alliés proches, sur des coopérations intra-européennes. Mais pour l'instant, il n'y a pas de défense européenne à laquelle nous pouvons nous remettre complètement pour notre sécurité. Et je termine sur un point. Gardez à l'esprit, enfin c'est un peu pédagogique aussi pour les jeunes, que quand on parle de défense, on mélange parfois plusieurs choses. Vous avez la capacité à avoir une armée, qui est souvent une armée de métier maintenant, parce qu'on considère qu'il faut être formé. Donc vous avez besoin d'hommes et de femmes qui risquent leur vie. Les armées ont toujours un grand sens de la vie et de la mort. C'est pas du tout la même chose comme faire l'euro ou comme faire le marché intérieur. Il s'agit d'envoyer des gens mourir pour une cause. Et c'est pour ça que j'en viens à mon deuxième point, qui est il faut bien les équiper. Donc c'est là que les questions industrielles rentrent en ligne de compte, avec parfois objectivement des industriels, je ne donnerai aucun nom, dans plusieurs pays d'Europe, qui déguisent en intérêt national leur propre intérêt en tant qu'entreprise, et qui sont contents d'être dans ce dialogue avec les autorités où tout va assez bien, parce qu'on dialogue avec l'autorité nationale, donc c'est confortable. Et puis vous avez un troisième élément dont on parle assez peu, mais qui me paraît extrêmement important, et là je parle vraiment sous le contrôle de personnes venant de 2 démocraties parlementaires, c'est que dans beaucoup de pays, la légitimation démocratique de l'emploi de la force se fait au Parlement. Alors que dans un pays comme la France ou les États-Unis, c'est plutôt le président qui va pouvoir prendre des décisions tout seul, parfois rapidement. Et donc, comment on fait ? Comment on fait pour que, encore une fois, on n'envoie pas des gens se faire tuer, voire massacrer, sans leur avoir donné l'équipement et sans être sûr que la population, le jour où malheureusement il y aura des victimes et des cercueils qui reviennent, il n'y ait pas une mise en question de la politique qui a été menée. Et donc je crois qu'on n'en sortira que si on arrive à avoir cette discussion absolument complète. Et j'avais commencé en parlant du dollar, etc. Il est évident qu'un outil économique puissant qui permette de financer encore une fois un armement qui n'est pas une fin en soi, qui pour l'Europe est défensif, qui est destiné à nous protéger. Il ne s'agit pas de partir dans des aventures impérialistes, mais il faut avoir les moyens financiers, il faut avoir les moyens technologiques, il faut avoir l'armée et il faut avoir la légitimation démocratique. Mais c'est un magnifique chantier et ce n'est pas parce qu'en 1954 on n'y est pas arrivé 9 ans après la guerre
qu'il ne faut pas remettre l'ouvrage sur le métier. Oui, je me permettrai deux remarques un peu plus personnelles. Justement, je pense qu'on peut avoir une lecture aussi très différente de ce qui est en train de se passer. Moi, pendant des années, j'ai entendu des responsables français dire « Oh là là, ces Allemands, ces pacifistes, ils ne veulent pas mettre un sou dans leur armée. La Bundeswehr, c'est vraiment une catastrophe. Ils sont là pour trier des poubelles. » Et aujourd'hui, effectivement, ce discours a complètement changé. On dit « Ouh là là, ils ont mis 100 milliards sur la table sans même nous demander. Et maintenant, en plus, on n'est pas sûr qu'ils vont vraiment acheter comme nous, on l'aurait fait. » Je crois on est dans une phase cruciale où effectivement, et prendre cette mesure, c'est qu'en Allemagne, l'opinion publique était aussi peu préparée que les responsables français à ce changement. Tout le monde a été pris de court. Et donc, on est à une phase où maintenant, on réfléchit, on a mis ces 100 milliards sur la table, comment on va les dépenser. D'ailleurs, il y a les premiers renoncements qui sont en cours. Alors, je crois réellement, on est probablement au point de départ pour trouver un rapprochement parce qu'enfin, le pays économiquement le plus fort est prêt à investir aussi dans la défense et que ça va être un processus long avec des hauts et des bas, mais je ne crois absolument pas que c'est une démarche non européenne de la part de l'Allemagne, mais que dans l'urgence, on achète ce qui est disponible je pense un test va être la décision sur le futur avion, le SCAF. Là, on va devoir montrer qu'on veut investir dans un projet en commun. Alors, j'ai deux, même trois questions qui reviennent sur le plan de relance et une qui s'adresse directement à M. Prodi. Une question que je trouve très pertinente, Next Generation n'est-il pas un moyen de lutter contre la montée des populismes en Europe? Et une autre question donc pour Romano Prodi, est-ce que vous pensez que la nouvelle présidente du Conseil italien de droite, alors moi j'aurais presque dit extrême droite, Madame Meloni, peut-elle remettre en cause le plan de relance italien compte tenu de ses positions et ses critiques répétées par le passé contre l'Union européenne? Mais c'est difficile à répondre à la deuxième part de la question, hein, mais parce que d'un côté, le gouvernement italien, ce n'est pas aussi différent dans l'histoire. C'est-à-dire, dans les derniers temps, dans les dernières 15 années, la crise politique italienne, il a créé des gouvernements que mes amis étrangers appellent des étoiles, des étoiles qui sont... Des étoiles filantes. Et après, nous avons Renzi, d'à 40%, il est arrivé à rien dans 2 années. Nous avons les 5 étoiles, la même chose. Nous avons la Ligue du Nord, la même chose. Et écoutez, je m'excuse parce que je suis trop... Mais ce serait la même chose en France s'il y avait une loi électorale comme en Italie. Parce que les jours que les partis traditionnels, ils ne sont pas plus capables de parler avec le peuple, d'avoir toutes les discussions, les congrès, les tout ça, mais alors, le vote, c'est un vote pour le miracle. Et le vote avec Mme Meloni, c'était à moitié pour les fascistes et à moitié pour le miracle. Et ça, c'est une interprétation très personnelle, mais j'ai réfléchi beaucoup sur ça. Et alors, c'est difficile à dire que sera la conclusion finale. Les premiers jours, ils m'ont préoccupé beaucoup, surtout la tension avec la France. C'est tout à fait incroyable, hein? Parce que nous avons intérêt
partagé, amitié de longtemps. Il y a les tensions entre la France et l'Italie, ils ne sont pas tensions entre le peuple. Elles sont tensions artificielles pour politique intérieure. Et ça, c'est vraiment les problèmes de l'Europe, que la structure supranationale n'est pas aussi forte d'avoir la prévalence sur la politique intérieure, mais est assez forte pour conditionner la politique intérieure. C'est la situation des difficultés. Mais je répète, les premières décisions, ils m'ont préoccupé beaucoup pour les deux raisons. La tension avec la France et deuxièmement, la concentration sur les problèmes d'identité nationale vraiment particuliers. Hein. On verra, parce que dans l'alliance de gouvernement, il a des positions très très différentes sur la politique intérieure et sur la politique internationale. Vous avez vu que Madame Meloni, c'est ultra-atlantique et la Ligue, c'est absolument plus orientée avec l'accord avec la Russie. Et on va voir qu'est-ce qu'il sera le résultat final. C'est ça. Mais j'insiste sur les problèmes, écoutez, sur les problèmes de l'unité aussi militaire, parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir tous les pays européens. Dans l'euro, il n'avait pas tous les pays. Il avait 12 pays, et maintenant 19, le 1er janvier sera 20. Si l'Espagne, l'Italie, la France et l'Allemagne, ils prennent la décision de progresser ensemble, les jours après, il y aura 10 pays, autres 10 pays, et ça c'est très important, très important. Je rappelle, excusez-moi, c'est sur Pologne, mais dans les périodes dans lesquelles nous avons créé l'euro, dans les rencontres bilatérales entre l'Union européenne et la Chine, qu'il avait les comptes annuels, le président chinois, il demandait seulement, pas tous les autres problèmes entre l'Europe et la Chine, mais c'est vrai que vous créez l'euro, une monnaie commune, sans les francs, sans... Et ils ont fait des questions. Et la dernière question, c'était, mais nous pouvons avoir les mêmes réserves, l'euro comme réserve en Chine? Je dis oui. Alors, le président chinois, il m'a dit, alors, la stratégie chinoise serait d'avoir la même quantité de dollars et la même quantité d'euros. Parce que s'il y a l'euro aux côtés des dollars, il y a la place aussi pour la monnaie chinoise. Mais ça, c'est la politique. Alors, s'il y a aussi l'armée européenne, on va avoir une politique pluraliste au monde. Ça, c'est les problèmes vrais. Ce n'est pas de créer l'Europe comme une grande puissance, mais de jouer le rôle de régulateur que l'Europe a toujours eu dans l'histoire. Alors, on a un public superbe. J'ai
plein de questions encore. On devrait prolonger ce débat. Je vais quand même essayer d'en lire quelques-uns. Alors, il y a la politique de défense à nouveau. Alors, je lance les questions et vous prenez ce qui vous semble bien. Ne pensez-vous pas que ce n'est que dos au mur que l'Europe bouge à partir d'initiatives individuelles et souvent trop tard? L'unité européenne tant promue peut-elle représenter un danger pour la souveraineté de chaque pays? Les gouvernements allemands, italiens, belges et polonais aussi, je crois, achètent des F-35 des États-Unis. Alors on fait comment? Et dernière question, qui n'est pas la plus... que pensez-vous de l'utilisation de l'arme nucléaire en Europe? On va commencer par le début. Alors, dos au mur, oui, mais j'ai envie de vous dire, là, les jeunes par exemple, quand vous avez un devoir de maths à rendre, vous vous y mettez longtemps avant ou vous êtes plutôt du genre à faire le dernier soir? Bon, il y a vos profs, donc vous allez dire on le fait avant. Bon, c'est assez humain de bouger quand on est dos au mur, et c'est la référence d'Elisa Ferreira à Jean Monnet qui a dit que l'Europe bougeait dans les crises. Cela dit, non mais plus sérieusement, il faut faire attention parce que nous avons déjà perdu beaucoup de temps. Hein, encore une fois, si vous relisez les mémoires de Jean Monnet, vous vous rendez compte que dans les années 50, ceux qui ont porté le projet européen, ils parlaient déjà de la place de l'Europe dans le monde. Ils parlaient déjà d'être, comme vient de le dire très bien Romano Prodi, entre, à l'époque, les États-Unis et l'Union soviétique, face aux non-alignés, etc. C'est écrit noir sur blanc. Les pères fondateurs ne pensaient pas seulement à la paix entre nous, qui était importante, hein, bien sûr, mais ils se projetaient déjà énormément dans le monde. Et on a perdu des décennies. En 1994, une personne qui est décédée récemment, un grand député allemand qui s'appelait Karl Lammers, avait fait un papier dans lequel il y avait une analyse très forte, géopolitique, de ce que représentait l'élargissement, l'euro, etc. Donc, attention à pas effectivement être trop tard à force d'attendre, de ne pas pouvoir faire autrement. On n'est pas obligé non plus d'être idiot et de nier la réalité qu'on voit arriver. On a des tas de prévisions, par exemple démographiques. On sait très bien que le poids relatif de l'Europe dans le monde, en termes de démographie, en termes de puissance économique, en termes d'influence, est en train de diminuer parce qu'il y a aussi des pays jeunes et dynamiques qui émergent et ce n'est pas illégitime. Peut-être un mot par rapport à ce qui a été dit avant, et merci Michaela d'avoir été un peu la voix de l'Allemagne. Moi, souvent, j'essaie d'expliquer que, sincèrement, moi, je n'ai pas peur d'un retour de l'impérialisme allemand. Comme tu l'as très bien dit, il y avait un pays qui avait été traumatisé, auquel on avait demandé expressément de ne plus avoir la moindre vision militariste, et c'est très bien comme ça, parce que le XXe siècle avait été assez sanglant. Donc il y a à accompagner une transformation de l'Allemagne, et là les Français peuvent jouer un rôle. Et c'est là que c'est important qu'avec les Italiens, avec d'autres, nous arrivions à, non pas encadrer l'Allemagne, mais simplement créer quelque chose dans lequel tout le monde se sente bien, dans lequel chacun, avec son histoire, avec ses voisins immédiats qui ne sont pas les mêmes, avec des perceptions de menaces ou des perceptions sur ce qu'est le monde méditerranéen ou sur ce qu'est l'Est, etc., arrive à se sentir bien. Je ne dis pas ça parce que je suis bisounours. Je vais vous dire, soit vous créez quelque chose dans lequel tout le monde, avec des petites frictions, mais quand même grosso modo, est prêt à aller de l'avant, soit on n'arrivera à rien. Donc c'est important, et c'est là qu'on voit que le premier ingrédient de l'intégration européenne, c'est d'avoir un minimum de confiance. À un moment donné, il faudra se faire confiance. On s'est fait confiance sur la monnaie, il faudra se faire confiance sur la sécurité. Un mot sur la monnaie quand même, parce que sinon l'état du monde est tellement déprimant. Je ne veux pas faire du cocorico, et je ne veux pas faire de commentaires politiques sur des populistes dans un autre pays ou ailleurs. Mais quand même, il faut que nous ayons confiance dans la force de ce que nous avons créé. Vous en connaissez beaucoup des politiques qui maintenant veulent sortir de l'euro? Moi, j'en ai plus beaucoup sous la main, d'accord? On est passé d'une critique, vous allez voir ce que vous allez voir, on va sortir, et heureusement les peuples sont parfois plus malins que certains politiques, et la réaction de la plupart des gens a été de dire non mais attention, c'est ma monnaie, c'est mon épargne, donc les gens ne se laissent pas traîner vers des projets complètement fous qui souvent n'étaient pas du tout construits. Encore une fois, si quelqu'un avait un projet construit, pourquoi pas.
Donc il y a moins de partis politiques qui prônent la sortie de l'euro. Et là, c'est là qu'il faut que les citoyens fassent attention à ne pas se faire avoir par un discours politique qui est trop facile, qui est de dire « je reste dans l'euro à mes conditions ». Ok ? Je prends tous les avantages, mais alors tous les inconvénients, non. Alors ça, c'est absolument impossible à mettre en œuvre. Donc, pour revenir aux questions, je crois qu'effectivement, on peut s'inspirer de ce qui a été fait pour l'euro, de ce qui a été fait pour Schengen. On était quelques-uns au départ, on peut avancer à quelques-uns, et en ayant confiance un tout petit peu dans ce qu'on a fait. Et je crois que les citoyens doivent aussi se remettre à demander des comptes aux dirigeants, quelles que soient les opinions politiques, sur leur position européenne. Il y a trop de scrutins qui se déroulent en racontant des choses qui simplement sont des lettres au Père Noël. Romain nous a très bien dit, on attend des miracles, on vous vend des choses faciles, l'argent va couler à flot, on n'aura pas besoin de se fatiguer, on va travailler moins que le reste du monde et on arrivera à être plus compétitif. Nos enfants vivront dans un monde parfait sans se donner du mal. Objectivement, je crois que c'est pas vrai comme ça. Ça ne veut pas dire que tout ce qui a été dit par les pro-européens était juste. Il faut être très modeste aussi. Il y a eu beaucoup de bêtises qui ont été dites au nom de l'Europe. Voilà. Mais c'est pour dire que sur ces questions, et je suis très frappée aujourd'hui que dans une discussion on est parti du plan de relance, de mesures qui avaient un caractère relativement technique, on arrive à des questions qui sont dans le fond beaucoup plus fondamentales. Tout à fait. Et probablement un petit ajout, parce qu'il y avait ces deux questions, armes nucléaires et F-35. Là, j'aimerais parler très brièvement du cas de l'Allemagne, parce que c'est très mal connu en France. Là, c'était absolument pas une décision pour acheter américain. Mais comme vous le savez probablement, ou probablement pas, l'Allemagne a un régime de partage nucléaire avec les États-Unis, c'est-à-dire il y a des bombes nucléaires américaines qui sont sur le territoire allemand, et en cas de conflit majeur, il y a une décision partagée entre le président américain. Et ça explique pour une bonne partie pourquoi les Allemands continuent à regarder autant vers Washington. Ça vous agace souvent, mais c'est vraiment au cœur de cette relation. Et donc, ce partage nucléaire est à l'origine de l'achat des F-35, parce que, comme d'ailleurs c'est le cas en France, pour les bombes nucléaires françaises ne seront jamais sur un avion qui ne soit pas français. Et les Américains ont les mêmes exigences, d'où cette décision de l'Allemagne, qui était plutôt une décision pour prolonger le partage nucléaire et non pas une décision de acheter américain ou pas américain. Donc ça ne prédit pas le futur système de SCAF, juste comme précision. Alors notre public a encore des questions sur le plan de relance proprement parlé et sur les acquis sociaux et écologiques. Et j'ai une question, on demande s'il ne faut pas un protectionnisme européen pour se protéger à l'avenir. Mais oui, mais les conséquences seront terribles, parce que la globalisation, elle a porté des grands problèmes dans le futur, mais il a permis aussi d'avoir 2 milliards de pauvres qui sont sortis de la pauvreté, et bien sûr qu'il avait des conséquences négatives pour les pays plus riches, comme dans beaucoup de situations en Europe. Mais l'alternative serait pire, avoir l'autonomie, l'autarkie européenne. Il fera monter les coûts, il fera une baisse de la productivité très forte, l'inflation élevée encore, il a des autres problèmes. La globalisation est positive, mais il faut la régler. Il faut la régler, pas finir avec ça. Mais
à mon avis, c'est possible. J'ai mentionné avant l'idée de la chancelière allemande Merkel, qui, à mon avis, c'était une idée très intelligente à dire il faut faire un plan à long terme pour avoir les règles sur la concurrence, mais travailler ensemble. Et ça, c'est très important aussi pour la paix. Vous avez fait posé la question pour l'arme atomique. Dans la dernière crise atomique, c'était dans l'île de Cuba, en 1962, la paix que s'est fait, l'accord que s'est fait, c'était fait parce que le président américain, Kennedy, il a dit la sentence très très importante, mais qu'il ne faut pas avoir la même pensée, la même philosophie dans le monde, mais il faut régler le monde avec les différences entre pays. Et ça, c'est la vraie différence de la discussion que nous avons fait maintenant. Et le rôle de l'Europe pour faire ça, c'est-à-dire pas penser à l'idée de la Chine qu'elle devient démocratique. Il n'y a aucune possibilité comme ça, surtout après Xi, mais poser des règles qui rendent possible de vivre ensemble avec les mêmes droits et avec la même possibilité d'expression économique, militaire ou politique. Ça, c'est le futur de l'humanité. Autrement, la bombe atomique, c'est la seule solution du monde. Hein. Si nous n'avons pas de règles à vivre avec la différence. À mon avis, ça. Et comme régler les règles de la différence, ça c'est l'Europe, le rôle de l'Europe. Non, je réalisais qu'on n'a pas répondu à la question sur la souveraineté, qui rejoint cette même question. C'est-à-dire que je trouve que sur la souveraineté, on entend souvent des choses un peu bizarres. Le débat se présente souvent comme si on était totalement souverain. Et un jour, on en donne un morceau à Bruxelles, comme ça, parce que des technocrates fous l'ont exigé. Mais ce n'est pas ça, la réalité. La réalité, c'est que nous vivons tous dans des interdépendances. Et d'ailleurs, même les plus grandes puissances, même la Chine ou les États-Unis, ont quand même intérêt d'interagir avec d'autres. Ils ne peuvent pas s'en passer, que ce soit pour le commerce, que ce soit pour des échanges culturels, que ce soit encore plus pour le climat, qui est un problème complètement mondial. Donc, il n'y a pas des souverainetés pures et parfaites. Et si on exerce la souveraineté en commun, c'est-à-dire, comme l'a dit M. Prodi, si on met des règles auxquelles se conforment les États souverains, ils deviendraient plus souverains. C'est pas vrai. C'est un peu comme quand on se marie. Quand on se marie, on n'est plus célibataire, on partage, mais il y a quand même des avantages aussi. Il y a quand même, surtout si on a bien choisi, il y a le fait que quand on fait des choses ensemble, on peut construire, on est dans une solidarité, etc. Et c'est pas parce qu'on est dans un jeu où on respecte des partenaires et on respecte des règles qu'on n'est plus du tout souverain, ni plus du tout soi-même. Donc il y a une part d'escroquerie intellectuelle dans la manière dont on présente la souveraineté. Et d'ailleurs, même quand on parle de souveraineté européenne, le président de la République l'a fait, le débat a beaucoup changé à Bruxelles grâce à l'influence de la France sur ce sujet-là. L'Europe sera, on souhaite, plus souveraine, mais elle sera aussi dans des interdépendances et elle doit aussi se soumettre à des règles. Parce que notre but, c'est d'être un acteur de ce jeu de règles et pas d'être dominant. Et sur le protectionnisme, je crois qu'il faut éviter de raisonner tout ou rien. On a peut-être été un peu loin dans l'ouverture, même si, comme ça a été rappelé, ça a permis à beaucoup de gens dans le monde de sortir de la pauvreté la plus extrême. La question, c'est pas de se protéger au point de plus échanger avec personne. D'abord, qu'est-ce qu'on exporterait ? Vous imaginez si la France ou l'Europe disent on ferme les frontières, vous croyez vraiment qu'ils vont acheter nos camemberts, notre vin, nos carrés de soie, nos armes, nos productions, nos Airbus, je ne sais quoi. Si nous disons aux autres, nous ne voulons pas vos produits, vous croyez vraiment qu'ils sont assez idiots pour continuer à acheter les nôtres? Enfin, bon, donc c'est un peu court. Et deuxièmement, il y a quand même une chose qui est très importante, c'est que nous sommes maintenant beaucoup dans des chaînes de valeur. C'est-à-dire que quand vous avez acheté
une cuisine dans un magasin suédois. Si vous avez monté votre cuisine, vous aurez remarqué qu'il y a les charnières qui viennent d'un endroit, il y a la porte qui vient d'un pays, le tiroir il vient d'un autre endroit, etc. Vous êtes dans des chaînes de valeur. On vous vend un produit qui n'est pas fabriqué dans un pays d'où il sort pour arriver dans un autre pays. Et une partie de nos emplois, je le dis encore de manière tout à fait intéressée, vient de ce que nous sommes nous-mêmes insérés dans ces chaînes de valeur. Donc la vraie question, comme ça a été très bien rappelé, c'est de mettre des règles, de faire en sorte que le commerce soit aussi équitable que possible. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on critique souvent l'entrée de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Quand l'Europe a accepté que la Chine rentre à l'Organisation mondiale du commerce, c'était plutôt pour qu'il y ait des règles partagées. Et là, à la fois les Chinois ont plus ou moins joué, mais aussi les Américains ont détruit les panels. C'est un fait objectif. Donc voilà, soit on accepte tout ce qui est des règles, soit ça ira bien pour personne. Et la vraie leçon du franco-allemand et de la paix depuis 1945, c'est que vous vous rappelez, après la Première Guerre mondiale, l'idée c'était on va faire payer l'Allemagne, on va l'abaisser, et c'est en l'abaissant et en obtenant des réparations qu'on aura la paix. Résultat, on a eu Hitler et la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, on a dit non, non, c'est si les Allemands vont bien et qu'ils sont prospères et qu'on a des relations d'amitié, et ça vaut avec l'Italie, qu'on sera tous beaucoup plus prospères et beaucoup plus heureux. Et là aussi, c'est pas une théorie du bisounours, c'est vraiment que vous n'obtenez rien en abaissant les gens. Donc on aura probablement des discussions musclées avec un certain nombre de pays dans le monde, alliés ou rivaux systémiques, mais à la fin, il vaut mieux se parler que se taper dessus. Je crois que c'était une très belle mot de la fin. Je crois qu'on peut applaudir aussi le français parfait du président. Et bien sûr, tout ce qu'il a dit avec ce français parfait. Et merci à ce public pour vos questions. J'ai essayé de les poser tous. En tous les cas, on a vu que le plan de relance européen était beaucoup plus qu'un plan de relance, mais c'était au cœur de l'avenir de l'Europe. Merci à vous. Et merci à Michaela, dont le français est assez bon aussi. Merci.